Elle deviendra une légende. Elle était la divine. Elle a réinventé le théâtre. Elle a performé devant des dizaines de millions de spectateurs éblouis. Victor Hugo l'appelait la voix d'or. Pour elle, on invente le terme monstre sacré. Elle est le premier phénomène mondial. Elle est une légende. Vous savez, je suis quand même Sarah Bernard. Épisode 8. Les premiers adieux. Au début des années 1890, Sarah Bernard a acheté son premier théâtre, celui de la Renaissance. Elle va diriger l'établissement alternant à ses débuts succès extraordinaires et succès plus mitigés. Après la moitié de la décennie, c'est une série d'échecs et de déceptions qui vont forcer Sarah Bernard à vendre son théâtre en 1898. Une fois la Renaissance vendue, l'actrice va acheter un autre théâtre, le Théâtre des Nations, et le transformer littéralement à son image. Dans le hall, elle va y accrocher de grands portraits la représentant dans ses rôles marquants. À l'aube de ses 60 ans, Sarah Bernard, actrice de renommée internationale, vient d'acheter son deuxième théâtre et espère avoir plus de succès qu'avec le premier. Le Théâtre des Nations, rebaptisé le Théâtre Sarah Bernard, est inauguré le 21 janvier 1899. Lors de cette soirée de réouverture, plus d'1 millier de personnes seront présentes. On y découvre les restaurations de l'établissement apportées par l'actrice, qui a modernisé le tout de façon exceptionnelle. Il faut dire que Bernard a travaillé avec les meilleurs architectes et ingénieurs de l'époque. Pour cette soirée à laquelle on retrouve des personnalités de partout à travers le monde, Sarah a choisi de jouer Tosca de Sardou, grand ami de l'actrice qui a eu la chance d'avoir une visite privée du théâtre avant tout le monde. Dans la salle, le public s'impatiente. En coulisses, les comédiens s'impatientent également. Tout le monde a qu'une seule envie, que la soirée commence. Oh, le public ne peut pas se douter des tortures endurées par les pauvres comédiens quand ils sont là devant lui, en chair et en os, faisant des gestes, disant des mots, et que leur cœur angoisse. En général, on peut jeter à bas les ennuis, les soucis de la vie, et pour quelques heures on dépouille sa propre personnalité pour en endosser une autre. Et l'on marche dans le rêve d'une autre vie, oubliant tout. Puis le rideau s'ouvre et laisse apparaître un décor majestueux, comme l'avait promis Bernard. Le public se lève d'un coup et applaudit sans se fatiguer alors que la pièce n'est même pas commencée. Pendant plusieurs mois, au théâtre Sarah Bernard, Tosca triomphe. Fière de cette ouverture dorée, Sarah veut reproduire Dalila. Pièce qui, 26 ans plus tôt, avait été un échec. L'entourage de la Française est incertain, mais elle y croit si fort qu'ils finissent quand même par produire la pièce. Après l'effet de nouveauté amené par les décors et les costumes somptueux, la pièce perd en vitesse. De jour en jour, la salle se vide et le 20 mars, c'est la dernière.
Pour amener les amateurs, elle produit quelques-uns de ses classiques. Elle pense déjà à son futur. Elle se met en tête de jouer le rôle masculin principal dans Hamlet. La version française écrite par Alexandre Dumas père ne la convainc pas. Elle se rend alors chez deux auteurs, Marcel Schwab et Eugène Morand, afin qu'ils lui traduisent presque mot pour mot la version originale. Les deux hommes acceptent la lourde tâche offerte par la plus grande actrice de France et de son époque. Surveillée de près par Sarah, qui chaque jour se rend à leur côté pour prendre connaissance de l'écriture, les auteurs écrivent les dernières lignes de leur version d'Hamlet à la fin mars 1899. C'est le 20 mai que la première d'Hamlet a lieu et Sarah sera portée par un immense succès. Dans une mise en scène moderne digne de Bernard, le public français comprend pour la première fois l'essence de l'œuvre de Shakespeare. Après quelques semaines, Sarah décide d'aller voir ses fidèles fans anglais pour leur montrer sa dernière production. Elle ferme son théâtre et fait modifier quelques détails à l'établissement, surtout à l'intérieur de la salle. Le plus beau théâtre de Paris, selon la presse, rouvre finalement ses portes à nouveau le 16 décembre. Le public réclamait à l'actrice Hamlet qu'il disait ne pas avoir vu assez longtemps. Le succès de la pièce sera identique à celui de mai. Le lendemain de la première d'Hamlet, Bernard reçoit entre ses murs Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Mon admiration pour cet auteur est immense. Son écriture est une manipulation des plus habiles des mots. Il possède une classe que peu d'hommes peuvent se vanter d'avoir. Et que dire de son élégance? Rostand est le parfait aristocrate, sans avoir ce côté glacial que possèdent les bourgeois. Edmond Rostand, lui, entretient aussi une vénération pour l'actrice française. C'est lui qui a écrit pour la première fois la divine Sarah Bernard. Il a assisté à des dizaines, voire près d'une centaine de performances de l'actrice depuis qu'elle connaît la gloire. Et toujours, il a été renversé et ébloui par son talent. Rostand a demandé un entretien avec l'actrice afin de lui présenter sa nouvelle œuvre, L'Aiglon. Lorsque Sarah reçut la lettre et la demande de l'auteur quelques jours plus tôt, elle fut grandement étonnée. L'homme est très privé et déteste la vie parisienne au point où, depuis plusieurs années, il réside à l'extérieur de la grande ville. Rares sont ses visites à Paris. C'est avec une grande excitation que Sarah avait convoqué ses acteurs à son théâtre en plein jour pour accueillir l'auteur. Une fois la visite du théâtre Sarah Bernard terminée, Rostand demande à faire la lecture de l'Aiglon directement sur la scène. Plus d'une vingtaine d'acteurs, y compris Sarah, s'assoient par terre sur la scène pour écouter l'auteur lire la pièce. Après quelques pages seulement, Sarah est absorbée par l'histoire. Au fil de la lecture, l'actrice est en larmes devant tant de talent. D'autant plus que la pièce de Rostand a une certaine saveur patriotique pour la France, chose qui ne laisse pas l'actrice indifférente. Alors que l'auteur a à peine terminé la dernière page, Bernard se lève en vitesse pour l'embrasser. À partir de ce jour, elle n'a qu'une envie, produire et jouer l'Aiglon. Le 15 mars 1900, la première de la pièce de Rostand a lieu. Et pour une première fois en plusieurs années, il assiste à la première d'une de ses œuvres. Il dira à la presse qu'il est présent. Uniquement pour moi. Le public retient son souffle d'acte en acte. L'effet dramatique augmente à chaque minute et en est presque insoutenable. La distribution est parfaite. Tous les comédiens sont à leur place et certains oublient même que c'est une femme, la grande Sarah Bernard, qui assure le premier rôle masculin. Quand le rideau tombe, à la fin de l'acte final, un vacarme sans précédent envahit le théâtre. Le public hurle à la gloire de Sarah Bernard. La pièce a été un succès monstre. Les critiques écrivent que Bernard a dépassé son art et même qu'elle a dépassé sa propre légende. Jusqu'au 30 octobre, l'Aiglon va faire salle comble.
plus de 2,5 millions de francs en profit. Elle jouera même la pièce à l'Exposition universelle de Paris la même année. Petite parenthèse sur l'Expo universelle de Paris de 1900. On y retrouvait une grande boutique souvenir à l'effigie de Sarah Bernhardt, une boutique où on retrouvait les programmes de ses pièces, quelques petits livres à son sujet, des affiches, des petites statuettes à son image, mais aussi sa marque de parfum, son maquillage, etc. On y trouve aussi la célèbre carte postale avec Sarah Bernhardt dans son cercueil, une image qui a toujours autant de succès. Une boutique à l'effigie de Sarah Bernhardt très populaire auprès des touristes mais aussi des Français. Fin de la parenthèse. Sarah prend quelques semaines à l'été pour se reposer à Belle-Île, avant de reprendre de plus belle. À son arrêt en octobre, Bernhardt est vivement critiqué. On veut voir encore l'œuvre de Rostand. Mais Sarah rétorque. Est-ce vraiment une critique de se faire reprocher d'arrêter un succès après plus de 300 représentations? Sarah Bernhardt apparaît pas seulement sur la scène de l'Expo universelle de Paris, mais elle est aussi sur le grand écran. Quelques semaines après le début de l'Aiglon, en avril 1900, Sarah avait reçu la visite du caméraman des frères Lumière. En 1895, Auguste et Louis Lumière avaient créé les prémices du cinéma. Une toute nouvelle technologie qui permettait d'enregistrer des scènes de la vie puis de les présenter sur grand écran. Le 22 mars 1895, ils avaient présenté leur premier film devant des invités triés sur le volet. Le cinéma sera longtemps boudé par les artisans du théâtre. Plusieurs voient une mode qui sera que passagère, comme plusieurs acteurs et actrices à l'arrivée du cinéma parlant à la fin des années 20. Mais Sarah, en 1895, lorsqu'elle entend parler des frères Lumière et du cinéma, elle comprend que ce n'est pas une mode. Elle rend visite aux deux hommes quelquefois afin de voir comment marchent les caméras et ce que ça donne une fois sur grand écran. Plusieurs années vont s'écouler, les caméras, l'art du cinéma se développe et nous revoilà en 1900. Sarah Bernhardt reçoit chez elle Clément Maurice, l'homme derrière les caméras des frères Lumière. Maurice lui parle de tournée, 2 minutes 30, du duel d'Hamlet. Bien sûr, la star française reprendrait le rôle masculin qu'elle joue si bien. Bernhardt écoute l'offre avec attention. Elle sursaute quand l'homme lui dit que sa voix sera enregistrée. Un film sonore? Qu'est-ce que c'est que cette invention encore? Voilà que les images parleront. Si l'actrice est au départ très réticente, elle accepte finalement. En avril 1900, Sarah Bernhardt est enregistrée pour la première fois sur bobine de film. Puis Bernhardt enregistre sa voix qui sera diffusée séparément de l'écran, comme on a fait pour jouer les premiers disques. Sarah Bernhardt devient la première actrice de théâtre à jouer au grand écran. À l'Exposition universelle, la première superstar mondiale assiste à la projection du court-métrage. Une horreur. Bernhardt déteste se voir à l'écran et encore plus s'entendre. Le son n'est pas synchronisé avec l'image, ce qui embête l'actrice, grande perfectionniste. Après cette courte projection, Sarah se promet de ne plus jamais rejouer à l'écran. Ce n'est pas ce qu'il va arriver, bien heureusement. Elle va renouer avec le cinéma muet à de nombreuses reprises. Une fois l'Aiglon arrêté, les États-Unis réclament la grande Sarah Bernhardt. Plus de 6 ans se sont écoulés depuis sa dernière visite. Mais Bernhardt est fatiguée. L'année a été chargée pour elle, remplie de succès. Elle s'entend tout de même pour une tournée de 6 mois, de novembre 1900 à avril 1901. Contrairement à ses 4 précédentes visites, elle prend avec elle seulement 5 pièces, dont 3 que les Américains n'ont jamais vues, soit Hamlet, l'Aiglon et Cyrano qu'elle produit pour la première fois. Cette petite tournée américaine commence à New York le 26 novembre 1900 avec la pièce de Rostand Portée en triomphe. Par la suite, elle prend la direction des grandes villes comme à son habitude et termine aussi dans la Grande Pomme le 29 avril 1901. Elle participe à un gala spécial où elle joue une pièce en un acte, La pluie et le beau temps, qu'elle a apprise en une seule journée. Sarah prend ensuite le bateau direction l'Angleterre où l'attendent des milliers de personnes au port.
En juillet, elle regagne Paris où elle apprend que durant son absence, le théâtre Sarah Bernard a fait des belles recettes et que son fils Maurice a géré l'établissement d'une main de maître. La saison hivernale du théâtre ne sera pas aussi glorieuse qu'espérée, mais l'actrice en ressort sans dette. Elle passe l'été 1902 à Belle-Île où elle planifie sa prochaine saison, mais aussi commence à penser à sa prochaine grande tournée américaine. Sa dernière, qui a duré que 6 mois, a été trop courte. Sarah a l'impression d'avoir oublié des milliers de fans en ne passant pas dans leur petite ville. En octobre, les Parisiens réclament l'Aiglon. Lorsqu'on pose les affiches dans les rues de Paris et ses alentours, tous sont étonnés. Le nom de Sarah Bernard n'y figure pas. Elle ne jouera pas cette production de l'œuvre de Rostand. Ce n'est pas parce qu'elle veut se reposer, bien au contraire. Pour la première fois en plus de 30 ans, Sarah prépare une tournée en Allemagne. Depuis le siège de Paris de 1870 et de 1871, la Française entretenait une rancœur, près de la haine, envers les Allemands. Elle qui refusait de se produire dans ce pays et qui n'ouvrait jamais le courrier qui venait des Allemands, avait finalement accepté. Si les organisateurs voulaient une grande tournée de plusieurs mois, Sarah négocie pour 6 semaines sans pause. Elle avait l'entière liberté sur les pièces présentées et ses mises en scène. C'étaient des conditions que les Allemands ne pouvaient pas refuser. Sinon, le contrat, mais aussi la tournée, seront annulés. À la mi-octobre, Bernard s'embarque dans un train vers le pays qu'elle a tant détesté depuis 30 ans. Avec elle, elle emmène une toute petite troupe qui jouera ses classiques comme Fedora, La Dame aux Camélias, mais aussi l'Aiglon. En Allemagne, on essaya de m'interdire de jouer l'Aiglon. Je sortis le contrat et me mis à lire. Madame Sarah Bernard a la pleine liberté de produire ce qu'elle voudra. Je me retournai et recommençai à répéter. Elle avait envie, plus que tout probablement, de jouer l'œuvre patriotique. Le 16 octobre 1902, Sarah Bernard monte sur les planches berlinoises pour la première fois depuis les années 1860. À son entrée, les Allemands lui réservent de beaux applaudissements. Pendant 6 semaines, Bernard remplit ses salles. Mais les critiques, tout comme le public, sont unanimes. Sarah Bernard a attendu trop longtemps pour venir en Allemagne. Elle a performé partout à travers le monde, même dans les coins et les villes les plus reculées, mais a snobé les Allemands. Ils ont envers la Française une certaine rancœur eux aussi. À 58 ans, superstar mondiale, il était peut-être trop tard pour une première fois en Allemagne. Le 15 novembre, c'est sans s'adresser aux médias allemands qu'elle quitte le pays pour regagner la France. Après une belle fin d'année 1902 au théâtre, en février 1903, elle réussit un exploit que seule elle pouvait se permettre à l'époque. Alterner 2 rôles dans la même pièce. Un soir, elle jouera le rôle principal féminin, l'autre soir, elle jouera le masculin dans Andromaque de Racine. Le 7 février, le tout Paris est dans la grande salle du théâtre et attend impatiemment de voir l'actrice. Quel rôle a-t-elle choisi pour la première? Et réussira-t-elle à tenir la cadence, le rythme de jouer 2 rôles différents? Ce sera un immense succès flamboyant. Jusqu'en 1912, Sarah va amener la pièce partout où elle va, tout en alternant les rôles avec toujours plus de succès. Après avoir triomphé lors de sa saison londonienne, Sarah ouvre son théâtre à Paris pour une nouvelle fois, sans elle. Pour la première fois en plus de 20 ans, elle ne jouera pas Marguerite Gauthier, alors qu'elle produit La Dame aux Camélias. Elle quitte pour Bruxelles où elle alterne ses vieux succès. En avril 1904, c'est avec une certaine peine que Sarah voit Varenne, une nouvelle pièce au sujet de la Révolution française, connaître presque un échec total. Elle y jouait Marie-Antoinette de façon remarquable, mais l'assistance était inégale. Un soir, la salle se remplissait avant d'être un quart plein le lendemain. Après 50 performances, elle décide de tout arrêter avec regret.
Lassée par Paris, elle part à la fin de l'année 1904 pour une tournée des capitales européennes. Pendant plusieurs semaines, la Française cause des émeutes dans les capitales qu'elle visite. Ne se produisant qu'un soir seulement, le public se précipite à l'entrée des théâtres. Des bousculades ont lieu et des dizaines de personnes sont blessées dans ces mouvements de foule, trop enthousiastes et prêtes à tout pour avoir le dernier billet. Même chose dans les gares où parfois le train doit s'arrêter à des centaines de mètres de l'arrivée. Les fans de l'actrice et les curieux envahissent les quais d'embarquement, bloquant ainsi le chemin au train. Un voyage doré mais très mouvementé que vit Sarah durant cette tournée. De retour à Paris en avril 1905, elle cause le plus grand choc de sa carrière en annonçant sa tournée d'adieu. À bientôt 60 ans, Sarah Bernhardt annonce qu'elle fera ses ultimes au revoir au reste du globe, une première de 4 tournées d'adieu. Comme quoi, l'envie de parcourir le monde a ressuscité à d'autres reprises. Pour le moment, les médias français s'interrogent. La star a annoncé qu'elle ne referait plus le tour du monde, mais n'a pas parlé de la France. Est-ce qu'à son retour, ce sera au tour des Français de dire adieu à la plus grande comédienne au monde? Sarah Bernhardt quitte la France le 26 avril 1905, en laissant derrière elle une foule en pleurs, convaincue qu'à son retour, elle annoncera sa retraite. L'actrice française choisit pour commencer sa première ultime tournée Londres. Tout le mois de mai, l'Angleterre accourt dans les théâtres et Sarah est envahie par les journalistes. Pourquoi un adieu? Pourquoi une dernière tournée? Sortirez-vous de votre retraite? Allez-vous venir passer des vacances à Londres? Tant de questions que Sarah elle-même peine à répondre. Au fond d'elle-même, elle le sait, elle reviendra, elle refera le tour du monde à au moins une autre reprise. En juin, elle fait le tour de l'Amérique latine, où elle aggrave sa blessure au genou en jouant Tosca. Elle tombe de trop haut sur un matelas mal positionné. La douleur est de plus en plus présente et surtout plus douloureuse qu'avant. Si pour le moment, elle n'a pas vraiment de difficulté à se déplacer, certains soirs, elle modifie sa mise en scène, afin qu'elle ait le moins possible à marcher. Des déplacements calculés qui lui permettent de continuer le rythme infernal qu'elle s'impose. Performer soir après soir. Le 10 octobre, elle quitte Rio de Janeiro, direction New York. Comme à son habitude, elle ouvre la tournée des États-Unis dans la grosse pomme. Depuis plusieurs semaines, la presse américaine écrivait sur cette ultime visite de la star française. Le public américain se précipite aux billetteries afin d'avoir un précieux billet à 10 $, prix exorbitant à l'époque. À 61 ans, tous croient que Sarah Bernhardt ne refera plus le long voyage par bateau pour venir au pays. Si la tournée des grandes villes se fait sans accrochage, les directeurs des théâtres de petites villes, eux, sont plutôt mécontents de cette tournée d'adieu. À plusieurs semaines avant l'arrivée de Bernhardt sur le continent, la presse avait déjà commencé à écrire sur cette tournée. Les Américains avaient prévu l'important prix des billets et avaient déserté les théâtres et les salles de spectacle. Des économies qui leur permettaient d'acheter un billet pour voir une dernière fois Sarah Bernhardt. À son arrivée au pays, Sarah et sa troupe dans les petites villes ne trouvent aucun théâtre qui désire les accueillir, même si Bernhardt promet de payer de sa propre poche pour louer les établissements. Les directeurs de théâtre boycottent la venue de la Française. Rien n'est à l'épreuve de l'actrice. Elle jouera dans toutes les villes qu'elle désire, coûte que coûte. Sarah décide alors d'acheter un immense chapiteau, un peu comme possèdent les grands cirques. Pour monter cette grande tente qui peut contenir plus de 4800 personnes, seule l'autorisation du maire est nécessaire, une autorisation qui n'est pas difficile à avoir. Chaque soir, les citoyens des petites villes états-uniennes voient ce grand chapiteau se monter à côté d'une petite cabane de bois où se vendent les tickets au coût de 12 à 15 $. Sarah Bernhardt ne fait plus seulement salle comble, mais aussi chapiteau comble. Aux États-Unis, certains spectateurs qui achètent des billets n'ont aucune idée de ce que fait la Française. Ils ont souvent entendu son nom dans les médias mais n'ont jamais porté attention à ses occupations. Ils ne savent pas si elle chante, si elle est drôle, si elle est une actrice, on veut juste la voir.
Après cette tournée au profit sans précédent, Sarah Bernard, sa troupe ainsi que son chapiteau arrivent à la fin de l'année 1905 au Canada dans un froid glacial. La tournée aux États-Unis a été couronnée de succès malgré le boycott des directeurs de théâtre. Dans son train spécial qui s'apprête à traverser la frontière du Canada, Sarah ne se doute pas qu'au Québec se prépare l'un des événements les plus marquants de sa carrière. Quelques jours plus tôt, pendant que Sarah et sa troupe travaillent à monter leur chapiteau en sol états-unien, dans la ville de Québec, sa venue était annoncée. Si l'actrice de renommée internationale avait souvent visité la province québécoise dans le passé, c'est la première fois qu'elle se rendrait dans la ville de Québec. Une venue qui, dès son annonce, avait provoqué l'enthousiasme des citoyens, mais aussi la colère de l'Église. Au début des années 1900, la religion est plus qu'influente au Québec. L'archevêque de Montréal, Paul Bruchézy, qui visite la ville voisine en cette fin novembre, donne plusieurs discours. Bruchézy est un homme d'église qui a souvent au cours de sa vie ruminé contre toute forme d'art. Il exerce à Montréal, sa ville de résidence, une influence énorme sur tout ce qui se présente dans les théâtres. Tout ce qui se retrouve à l'index est pour lui le diable en personne. Hors de question de retrouver un livre qui s'y retrouve comme ceux de Victor Hugo dans les bibliothèques québécoises. L'actrice française, elle, présente durant cette tournée plusieurs pièces interdites par l'Église. Dans les journaux, on réécrit certains de ces scandales comme les nombreuses relations amoureuses ou intimes qu'on lui prête. Ses idées libertines, ses positions politiques, son amour pour le théâtre et les pièces dites scandaleuses font d'elle presque le diable en personne. Une bête diabolique venue pervertir la population du Québec. En plus, depuis plusieurs années, Sarah se dit athée, une abomination pour l'Église catholique, celle qui dans sa jeunesse a désiré tellement fort devenir une bonne sœur près de Dieu, avoue aujourd'hui à 61 ans ne croire en aucun Dieu. À l'annonce de la venue de Sarah Bernard, qui joue des personnages féminins assez libres, très enjoués et attirés aussi par tous les plaisirs que la vie offre, Paul Bruchézy est loin d'être heureux. Comme je disais, présent dans la ville de Québec juste avant l'arrivée de l'actrice, il donne un discours marquant, des paroles rapportées dans le journal L'Événement. Nous supplions nos pieuses familles, attachées encore au devoir et à la vertu, d'être sur leur garde, s'abstenir de ce qu'elles sauront être pour elles une occasion de faute, de préférer à tout l'honneur de leur foyer et le salut de l'âme de leurs enfants. Nous vous demandons de ne pas aller voir cette femme du péché. Des mots qui résonnent dans l'église du quartier Saint-Jean-Baptiste, tout près de l'Auditorium de Québec, aujourd'hui le Capitole de Québec, là où se produira la Française. L'archevêque demande le boycott de Sarah Bernard. Mais est-ce que les citoyens de la ville qui attendent sa venue écouteront leur église? Le train spécial et très attendu de Sarah Bernard arrive au Québec. À la gare de la ville de Québec se retrouvent des centaines de personnes attendant de voir surgir la Française. Le temps est glacial et dans son wagon, Sarah, sous son manteau, met un châle pour se garder bien au chaud. En tenant son manteau au niveau de la gorge pour ne pas attraper froid, elle sort finalement du train après plusieurs longues minutes et est acclamée par la foule. Bruchézy observe la scène. Il est très déçu par les Québécois qui accueillent cette pécheresse comme une reine.
Le 28 novembre, la veille de sa première à Québec, Bruchézy donne un nouveau discours plus virulent contre la française et insiste davantage sur son boycott. Malheureusement pour l'archevêque, le lendemain et le 30 novembre, Sarah Bernard triomphe devant des salles combles. Elle a même modifié les textes des pièces afin de parler contre l'Église directement. Elle se permet de jouer la provocation, bien au courant de ce que Bruchézy avait demandé aux Québécois. Au premier jour de décembre, l'homme d'Église se permet une nouvelle fois de sermonner ses citoyens. Malheureusement, un grand nombre de vous n'ont tenu aucun compte de notre parole et sont allés entendre des drames dans lesquels l'Église y est profanée. Ils ont même applaudi. Comme les convictions religieuses sont peu profondes dans certaines âmes. Les jours qui suivront seront moins glorieux pour Sarah et sa troupe. Les billets se vendent aussi rapidement que lors des premiers soirs, mais à l'heure de la représentation, presque personne dans la salle. Étrange, et avec raison, à l'entrée de l'Auditorium de Québec, Paul Bruchézy s'y trouve. Il sermonne chaque personne s'apprêtant à rentrer dans le théâtre. Il accumule les reproches à leurs endroits et souvent, les détenteurs de billets, gênés, gagnent le chemin du retour sans même entrer dans le théâtre. Le 5 décembre, Sarah Bernard reçoit dans sa chambre du château Frontenac quelques journalistes. La presse ne lui parle pas de ses pièces, de ses auteurs préférés, de ses habitudes avant d'entrer en scène ou encore de cette tournée d'adieu. Elle préfère lui parler des reproches qu'elle reçoit de l'Église depuis son arrivée. Sarah, étendue sur son canapé, répond sans gêne que les Canadiens français sont sûrement heureux de voir autre chose que les pièces ennuyantes à mourir que l'Église conseille. Elle ajoute même que l'Église impose. Elle parle aussi très négativement de la religion catholique et se permet un jugement sur l'importance trop grande, selon elle, qu'elle exerce sur la politique du Canada et du Québec. Rien pour arranger les choses avec Bruchézy. Je ne comprends rien à votre population. Vous avez des Canadiens anglais, des Canadiens irlandais, des Canadiens français, des Canadiens iroquois. Mais voulez-vous me dire pourquoi vous vous appelez des Canadiens français? Vous avez à peine une goutte de sang français dans les veines. Vous avez un beau pays, mais c'est tout. Depuis 25 ans, l'agriculture peut-être a prospéré. Mais le reste, vous n'avez pas de peintre, vous n'avez pas de littérateur, vous n'avez pas de sculpteur, vous n'avez pas de poète. Fréchette, peut-être. Et un autre jeune, Néligan, mais... Dans la journée, ses propos sont publiés dans les journaux et le soir, la situation est plus que tendue à l'entrée du théâtre de Québec. Près d'une centaine de personnes manifestent contre Sarah Bernard et réclament qu'elle quitte la province sur le champ. À son arrivée, l'archevêque ordonne aux citoyens de lancer leurs munitions. Coup de théâtre, voilà que la star et ses comédiens sont éclaboussés d'œufs pourris. Sarah se penche vers son manager et lui dit « Comme si nous entrions à Rome, couverts d'or !» Voyant que la Française rit aux éclats, les manifestants sont de plus en plus en colère. Au cours de cette manifestation, 3 comédiens de la troupe de Bernard sont blessés. Le 6 décembre, elle se produit une dernière fois à Québec pour cette tournée. Elle se rend ensuite à Montréal où, encore une fois, des manifestations empêchent la tenue de ces représentations. Sarah prend la décision d'écourter sa tournée québécoise pour conserver sa propre sécurité, mais aussi celle de ses acteurs. C'est avec beaucoup de bonheur, j'en suis sûr, que l'archevêque de Montréal, Paul Bruchézy, regarde le train de Madame Bernard quitter la province.
Cet incident, tout de même assez agressif, aurait convaincu plusieurs autres artistes de ne plus jamais revenir dans la province de Québec, mais pas Sarah Bernard. Elle y reviendra à quelques occasions entre 1910 et 1917. Après avoir triomphé dans quelques villes du Canada anglais, elle regagne les États-Unis. En 1906, un terrible tremblement de terre frappe la ville de San Francisco et Sarah ne peut pas s'y produire. Elle se rend quand même dans la ville et apparaît dans les hôpitaux pour soutenir les blessés et leurs familles. Au début de l'année 1907, elle consulte pour son genou droit, n'arrivant plus à mettre de poids dessus. Les médecins l'obligent à immobiliser sa jambe pendant 15 jours minimum. Ils lui demandent aussi de faire une pause dans sa tournée afin de diminuer ses mouvements. Elle refuse. Elle jouera même si sa jambe est dans le plâtre. On va tout dissimuler sous une grande robe, qu'elle se dit. Après un dernier soir à New York, elle retrouve Paris et ses milliers de fans qui l'attendent à la porte de son appartement. Après plus d'1 an et demi de tournée à l'étranger, elle gagne Belle-Île pour des vacances bien méritées. Pour marquer son retour en France, elle produit une nouvelle version de La Belle au bois dormant. Sans le dire à personne et encore moins à la presse, elle interprète le rôle masculin du beau prince charmant. Après la première, c'est l'euphorie au point où ce sera un rôle aussi marquant dans la carrière de Bernard que celui de Marguerite Gauthier. La saison 1908-1909 du théâtre Sarah Bernard est marquée par les nouvelles versions que fait Sarah de ses vieux classiques. Dans des mises en scène modifiées, surtout pour faire en sorte que l'actrice bouge moins à cause de son genou et de nouveaux costumes, le public redécouvre ses pièces. Exceptionnellement, elle rejoue à la Comédie Française, pour une bonne raison. Elle veut faire plaisir à sa bonne amie Adeline Dudley qui prend sa retraite. Dudley était une figure plus que populaire du théâtre français, ayant joué plusieurs fois avec Bernard à ses débuts. Elle voulait pour une dernière fois lors de sa pièce d'adieu jouer avec la superstar. Une performance saluée par des milliers de spectateurs éblouis et émus. Sarah, comme à son habitude, se lasse de jouer et rejouer les pièces qui ont fait sa renommée chez elle en France. Elle veut du nouveau. Elle reçoit un jour dans sa loge le procès de Jeanne d'Arc, d'Émile Moreau. Elle lit la pièce rapidement et y trouve un grand intérêt. Plusieurs années se sont écoulées depuis qu'elle a joué la Pucelle d'Orléans pour la première fois. Du haut de ses 63 ans, Sarah Bernard interprétera de nouveau Jeanne d'Arc dans cette pièce qu'elle juge très patriotique, mais aussi écrite avec finesse et intensité. La Française aime l'audace de l'auteur, qui la fait apparaître que dans 2 actes sur 4, soit le 2e et le 3e. Les répétitions de la pièce commencent, et assise au milieu de son théâtre, Sarah regarde et écoute ses acteurs discuter de la mise en scène. Elle ne dit pas un seul mot, on oublie même qu'elle est présente. Soudainement, elle se lève, monte sur la scène et met en scène le 2e acte, celui de l'interrogatoire lors du procès de la jeune femme. Comme elle l'avait fait dans le passé, elle s'isole au centre de la scène, entourée des autres acteurs qui joueront le jury. Durant l'acte en entier, elle ne bougera pas d'1 seul millimètre. Le regard fixe, droit vers le public, Jeanne répondra aux nombreuses questions malicieuses. L'acte sera largement applaudi, tout comme l'exécution de la jeune femme au 3e acte. Après plus de 100 représentations, la pièce remplit toujours autant le théâtre. La presse demande aux jeunes et aspirants acteurs d'aller voir le procès de Jeanne d'Arc. La performance de Sarah Bernard est, selon les critiques, une nouvelle preuve de son excellence et une référence dorée pour les futurs comédiens. Entre 1907 et 1910, Sarah accumule les triomphes. À son âge, bientôt 70 ans, les Français savent très bien qu'elle peut annoncer sa retraite d'une minute à l'autre. Ses apparitions sur les planches sont moins régulières. Elle se fait souvent remplacer pour se reposer. Des jours de repos qui n'en sont pas vraiment au final, puisqu'elle prépare ses tournées à travers le continent durant ses longues journées. Sarah commence à se produire dans les music-halls. La formule est moins exigeante. Elle joue un seul acte d'une de ses pièces entre 2 numéros musicaux.
À la fin de l'année 1910, la Française annonce une nouvelle tournée à l'international. Les médias américains s'enflamment. C'est le grand retour de la plus grande star au monde. Le nouveau Farewell Tour commence le 10 novembre 1910 à Chicago. Pour cette nouvelle tournée, elle emmène avec elle des pièces que les Américains ont déjà vues comme Phèdre, Théodora, mais aussi des nouveautés. Le procès de Jeanne d'Arc et quelques nouvelles créations qu'elle a à peine jouées en France. Des exclusivités américaines comme elle l'écrit dans ses programmes vendus à l'entrée des théâtres. Elle partage la scène avec deux nouveaux acteurs, inconnus de son public américain, Augustin Rodin et Lou Tellegen. Augustin Rodin est la raison derrière l'immense succès de Phèdre de cette tournée. L'acteur est beau, très grand et très musclé. Il a tout pour jouer le rôle du dominateur de la pièce en plus de provoquer un certain effet dans la salle, surtout chez les femmes. Aux côtés de Sarah, d'un physique très mince, l'impact de sa domination sur l'actrice est plus que dramatique. Lou Tellegen est un acteur qui, même en France, n'est pas très reconnu. Plusieurs proches de Sarah Bernard, comme son fils Maurice, sont convaincus que l'homme profite de la notoriété de l'actrice pour se faire un nom. Dans les journaux, on écrit que Tellegen et Bernard vivent un amour passionné. Une relation qui n'a jamais été confirmée par les proches de Sarah Bernard. Seule preuve de cette supposée relation, les propres dires de l'acteur, écrites dans son autobiographie en 1931. Il y affirme avoir vécu une relation intime avec Sarah Bernard, de 37 ans son aînée. Avant son arrivée à New York, son impresario lui demande s'il est possible d'ajouter une nouvelle pièce à son répertoire, La Femme X, une pièce qui l'année précédente avait connu un grand succès et les Américains réclamaient que la divine Sarah Bernard la joue. En quelques jours seulement entre ses performances, Sarah apprend la pièce et imagine une mise en scène grandiose. À New York, le 12 décembre, elle triomphe dans sa nouvelle production. Sarah joue une seule et unique fois Judas, une pièce qu'elle espérait jouer à de multiples reprises, mais à cause du scandale que provoque la pièce, elle doit l'abandonner. Judas, une pièce qui glorifiait le traître de Jésus, avait été à la fois acclamée et maudit par les médias. Le lendemain de la première, dans les rues new-yorkaises, certains groupes religieux avaient milité pour l'arrêt de la pièce et avaient provoqué de l'agitation et quelques dégâts. Son genou droit, de plus en plus douloureux, l'oblige à limiter ses déplacements en dehors de la scène. Dans les gares, elle demande à ce que sa voiture ne soit pas loin du chemin de fer pour qu'elle n'ait pas à rester trop longtemps debout à travers les foules. Après New York, c'est la traditionnelle tournée des petites villes puis des grandes villes. Elle fait à nouveau un arrêt au Québec, une nouvelle visite qui, tout comme en 1906, est assez mouvementée. Monsieur le Premier ministre, je vous écris aujourd'hui pour une bien pressante raison. Nous avons appris dernièrement la visite de Madame Sarah Bernard dans nos théâtres. Dans le passé, cette pécheresse a causé bien des agitations chez nos bons Canadiens français. Lorsque je regarde de l'autre côté, elle y présente sans vergogne des pièces sans mœurs, sans oublier toutes ces fois où l'a fulminée contre l'Église. Je vous presse, Monsieur Gouin, d'interdire la visite de Madame Bernard chez nos Canadiens français. Vous devez les garder éloignés de celle que l'on surnomme la divine. Elle n'a pourtant rien des dieux, mais tout des ténèbres. Je vous prie de me donner une réponse rapide. Monseigneur Paul Bruchesi. L'Église réclame au gouvernement du Québec d'interdire l'actrice de performer dans ces villes, mais en vain. L'entrée des théâtres est une immense masse noire de gens, tous prêts à payer le gros prix pour voir Sarah Bernard. Le 21 juin 1911, elle joue à New York avant de partir pour Londres où elle triomphe. Le 22 décembre 1911, elle retrouve son théâtre et son public qui s'ennuyait profondément d'elle. Pour son retour, elle triomphe dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Elle remonte quelques-uns de ses vieux classiques au grand bonheur du public. Seul bémol de ce retour, Lou
Tellegen. Si en Amérique, l'acteur avait presque passé inaperçu, en France, les critiques sont très sévères. Personne n'est convaincu par l'acteur que Sarah ne cesse de promouvoir comme étant le prochain grand du théâtre français. On souhaite son départ de la troupe de Bernard, mais en vain. L'actrice le garde sous son aile. Par amour ou peut-être vraiment convaincue de son talent, on ne le saura jamais. À bientôt 70 ans, Sarah Bernard semble infatigable. Elle enchaîne les performances couronnées de triomphes toujours plus grands. La Française s'apprête même à faire un nouveau tour de force. Comme le dit le proverbe, jamais deux sans trois.